Très belle soirée à toutes et à tous. En ce mardi marquant la cérémonie officielle d'ouverture du cinquantenaire de l'Organisation internationale du cacao ICCO. Le chef de l'État a présidé la cérémonie au Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara avait à ses côtés son homologue du Ghana, l'ICCO, la plateforme d'échange entre producteurs et consommateurs et qui vise à améliorer les revenus des producteurs, dresse son bilan. Patrick Hachi, qui était à la cérémonie de l'ICCO, a reçu dans l'après-midi de ce mardi une délégation du Fonds monétaire international FMI. La coopération au centre de la rencontre. Les chiffres sont au vert. Le PIB ivoirien a progressé de 6,7% en 2022. Le FMI attend de bons résultats en 2023. Et puis la Côte d'Ivoire, deuxième pays de départ vers l'Europe pour les migrants irréguliers. Pas réel. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité fait des précisions dans cette édition. Nous allons écouter le ministre Vagondo Diomandé dans quelques instants seulement. Bienvenue, je le disais à l'instant, ce mardi, les chefs d'État Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo ont pris part aux festivités marquant le cinquantenaire de l'Organisation internationale du cacao à Cocody. Les participants ont recommandé l'accélération de la transformation du cacao dans les pays producteurs afin d'accroître la richesse, lutter contre la pauvreté et créer surtout beaucoup d'emplois. Jérôme Kofi Aboula. 50 ans d'existence de l'ICCO, Organisation internationale du cacao. Au regard du parcours combien enrichissant de l'organisation, l'événement mérite d'être célébré. C'est dans ce cadre que se retrouve ce mardi un parterre d'illustres personnalités venues des 4 coins du monde sur les bords de la lagune ébriée. Au premier rang, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, avec à ses côtés le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, ainsi que des représentants de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ICCO. La tâche lui revenant de dire le mot d'introduction. Le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ne manque pas de situer le sens de cette célébration qui, en fait, marque à la fois le cinquantenaire de l'ICCO et les 10 ans de l'agenda global du cacao. Comme vous le savez, l'ICCO est une organisation intergouvernementale créée en 1973 sous l'égide des Nations Unies pour la mise en œuvre du premier accord international sur le cacao négocié à Genève lors de la conférence internationale des Nations Unies sur le cacao. C'est donc une plateforme où se retrouve la majorité des pays producteurs et des pays consommateurs afin d'élaborer et de mettre en œuvre par consensus l'accord international du cacao qui en définit les enjeux et les axes stratégiques pour sa pérennité. L'histoire de notre pays, comme vous le savez, se conjugue avec celle du cacao. En témoigne son impact sur les conditions de vie de nos populations et sur le développement économique accéléré de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1980. Cette priorité portée au cacao est encore prégnante aujourd'hui, sous le leadership du président Alassane Ouattara, avec surtout un changement de paradigme pour sa transformation afin de créer plus de richesses nationales. Comme le directeur exécutif de l'ICCO ainsi que le président du Conseil international du cacao, le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Hachi, au nom du président Alassane Ouattara, saisit l'occasion pour pointer du doigt le déséquilibre de l'offre à l'échelle mondiale sur les spéculations du cacao. C'est le lieu pour lui de mettre un accent particulier sur le combat à mener, notamment pour le bien-être des cacaoculteurs, selon la vision des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen Nana Akufo-Addo, les dirigeants des 2 pays, respectivement premier et deuxième producteurs du cacao dans le monde. Le combat de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara, comme celui du Ghana, du président Nana Akufo-Addo et de bien d'autres pays producteurs, pour une cacaoculture durable concerne principalement l'obtention d'un revenu décent. C'est ainsi que depuis l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a opté pour un système de stabilisation qui permet de garantir au moins 60% du prix CAF aux producteurs. Sachez, mesdames et messieurs les producteurs, que la Côte d'Ivoire est à vos côtés, qu'elle croit en vous, en vos capacités, car c'est sur vous, femmes et hommes de cette filière, que repose une grande part de notre richesse nationale,
une grande part de notre avenir. Ce combat pour un revenu décent pour vous et les vôtres, c'est également le combat pour la prospérité de la nation tout entière, la stabilité sociale, le vivre ensemble dans un environnement sain et durable. Autre temps fort, la visite des stands. Visite à l'issue de laquelle le président Alassane Ouattara reçoit le ministre d'État togolais, Koyo Adedeze, en tant que porteur d'un message du président togolais à son homologue ivoirien. L'ICCO, dont le siège a été transféré de Londres à Abidjan en 2017, comprend 23 pays exportateurs et 29 pays importateurs, soit 52 pays membres. Depuis son avènement en 1973, l'Organisation internationale du cacao ne lésine pas sur les moyens en vue de son engagement pour une économie mondiale durable. Et justement, parlant d'économie, celle de la Côte d'Ivoire est solide. Le PIB a progressé de 6,7% en 2022. Le Fonds monétaire international attend de bons résultats en 2023, souhait exprimé au Premier ministre par une délégation du FMI. Alexis Ouedraogo. La délégation, conduite par le chef de mission du FMI pour la Côte d'Ivoire, est venue faire au Premier ministre le point de la revue qui a été menée autour du nouveau programme économique du gouvernement ivoirien. Objectif, maintenir la stabilité des finances et de la dette à travers la poursuite de réformes budgétaires d'ici 2025, lutter contre la pauvreté à travers la création d'emplois, approfondir l'inclusion financière et améliorer la résilience au changement climatique. Je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer que au niveau des services du Fonds monétaire et du gouvernement, on a un accord pour conclure cette première revue du programme et donc pour préparer aussi le décaissement de la deuxième tranche du programme qui est d'un montant de 500 millions de dollars États-Unis. Ce programme économique du gouvernement, troisième du genre, après ceux qui ont couvert les périodes 2012-2015 et 2016-2020, est soutenu par un arrangement financier d'un montant de 2 000 milliards de francs CFA, approuvé en mai dernier par le conseil d'administration du FMI. Coopération toujours cette fois à l'hémicycle. Une délégation du Parlement panafricain a échangé ce mardi avec les responsables des 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. La zone de libre-échange continentale africaine est l'un des sujets abordés. Konaté Moussa. Séance de travail entre la délégation du Parlement panafricain et les responsables des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Les membres de l'institution parlementaire africaine sollicitent l'implication des députés ivoiriens en faveur d'un plaidoyer pour la signature et la ratification de 4 protocoles qui constituent des instruments juridiques de l'Union africaine. On a parlé de la charte africaine pour le Parlement panafricain qui s'appelle le protocole de Malabo. Ce protocole-là, il donne pouvoir consultatif au Parlement panafricain. Ça permet au Parlement panafricain de faire l'élection de son député à partir de la base, l'élection directe dans chaque pays membre de l'Union africaine. Aussi, ça permet au Parlement panafricain de produire des lois selon les demandes de nos chefs d'État pendant les sommets des chefs d'État. Ça va faire le Parlement être une institution plus forte. Ces instruments juridiques objets de cette rencontre sont remis aux responsables des 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Un autre rendez-vous important qui s'est tenu ce mardi, le Forum des radiocommunications qui a ouvert ses portes ce mardi justement. Initiative de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences AGF. Les enjeux et les impacts du développement des radios électriques en Côte d'Ivoire vont alimenter les débats durant 3 jours. C'est ce que nous rapporte Didier Nguessan. Si les télécommunications en général facilitent la vie au quotidien, elles peuvent s'avérer dangereuses en cas de non-respect des normes d'usage et des bonnes pratiques. Ce premier forum des télécommunications, organisé par l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF, se propose de susciter la réflexion avec les professionnels du secteur. Le thème de la première édition du Forum des radiocommunications, à savoir développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire, enjeux et impact, vise donc à adresser les problématiques soulevées par ces nouvelles mutations, notamment la question de l'exposition aux ondes électromagnétiques,
la gestion efficace du spectre des fréquences radioélectriques et des interférences, ainsi que le développement harmonieux des infrastructures de l'économie numérique. Une étude de l'Union internationale des télécommunications réalisée en 2020 établit un lien de croissance entre un taux de pénétration mobile de 10% et le PIB par habitant des pays africains à hauteur de 2,5%. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique s'approprie les enjeux de ce forum. Les réseaux sont le cœur de notre communication moderne. Ils relient les citoyens entre eux, avec comme enjeu donc d'assurer une connectivité de haute qualité et abordable, de favoriser l'innovation technologique et de renforcer la sécurité des communications dans un monde de plus en plus connecté. Leur développement n'est pas seulement une question technologique, mais aussi une question économique, une question éminemment sociale. Cette thématique, déclinée en une dizaine de communications, vont meubler ces 3 jours de travaux. C'est une bonne nouvelle pour les acteurs de la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Le risque de décès est réduit d'un quart, moins de 25%. Cependant, l'attitude à observer reste la même, se faire dépister. Octobre Rose, voici quelques chiffres avec Didier Nguessan. Un mois, octobre, une cause, le cancer du sein. La lutte contre cette maladie est symbolisée par la formule Octobre Rose. Entre les épines de la rose, caractérisées par la souffrance des patients, et l'arôme floral, représentant l'espoir de guérison, les résultats sur le terrain, eux, sont tangibles. Le cancer du sein, en chiffres, se heurte à une première réalité. Difficile de trouver des statistiques récentes. Les dernières en date remontent à 2021. Au programme national de lutte contre le cancer, l'on enregistre 3300 nouveaux cas de cancer du sein chaque année, avec près de 1800 décès. Il représente le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, avec près du tiers de tous les cancers féminins et 19% des cancers en général. Passé ce constat, la politique de la lutte, elle, se décline en infrastructures de pointe et en offre de prise en charge liée au traitement. Le Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, comptabilise au 31 décembre 2021 1627 traitements par radiothérapie. Plus de 8000 patients de la sous-région ouest-africaine s'y sont traités. 755 parmi eux ont bénéficié de prises en charge gratuites, estimées à 2,7 milliards de francs CFA. Les initiatives de cet établissement de référence ont contribué à faire chuter de 25% le risque de décès lié au cancer du sein. Des résultats qui seront consolidés durant ce mois d'octobre où le dépistage du cancer du sein passe exceptionnellement de 25 000 à 2 000 francs CFA au CNRAO. Il est offert gratuitement lors de plusieurs campagnes menées par les ONG. On en vient à ce phénomène très nuisible à la santé de la jeunesse. Il s'agit de la mixture dénommée Kadhafi. Si elle prospère, c'est bien parce qu'il y a un trafic de médicaments. L'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire face à la presse, à Cocody, fait des recommandations. On voit cela avec Serge Pacomdidi et Serge Coléa. Le Kadhafi, c'est le nom de code utilisé par les jeunes consommateurs pour désigner cette nouvelle substance nocive. Une alchimie de produits pharmaceutiques et de boissons alcoolisées qui donne une drogue aux conséquences désastreuses. L'Ordre national des pharmaciens, garant de la légalité et de la moralité professionnelle, se sent interpellé. L'organisation monte au créneau et dénonce la vente de médicaments de rue, une pratique illicite alimentée par la contrebande. Toutes nos analyses ont montré que ces produits-là, qui sont utilisés dans le cadre du Kadhafi, ne venaient pas du circuit officiel des distributions des médicaments en Côte d'Ivoire. Ce sont des médicaments donc, qui sont sur le marché illicite, sur le marché parallèle, qui sont vendus au vu et au su, j'allais dire de tous, et pour lesquels il est important maintenant de mener des actions efficaces, énergiques d'éradication. Parmi les produits les plus abondamment cités dans la fabrication du fameux Kadhafi, le tramadol, un médicament à la base destiné à soulager des douleurs fortes, détourné à d'autres fins. Les dosages qui circulent dans ces milieux de toxicomanes sont des dosages qui n'existent pas dans les officines privées. Nous avons le tramadol 50, 100, 150 en pharmacie. Dans les milieux décriés,
c'est du 200, du 225, 250. Donc ce ne sont pas des produits du circuit régulier. Et c'est pour cela que nous crions. Mais tant que nous avons un circuit irrégulier de médicaments de qualité inférieure et falsifiée, MKIF, qui se développe, les vendeurs de ces drogues vont utiliser ces chemins. Aujourd'hui, on parle de Kadhafi. Mais avant qu'il y ait Kadhafi, il y a eu des médicaments sortis du circuit normal. L'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire fait des recommandations en direction des pouvoirs publics et des professionnels de la santé. Au niveau de l'État, nous avons demandé qu'il soit mis en place des mécanismes. En tout cas, une action forte du type Conseil national de sécurité pour éradiquer définitivement le trafic illicite des médicaments, c'est-à-dire le marché des rues en Côte d'Ivoire. À l'endroit des professionnels, de faire attention, de prendre toutes les précautions lors de la dispensation de ces produits. Parce que ce sont des produits que nous contrôlons. Et je pense que pour leur prescription, pour leur dispensation, il faut que des précautions particulières soient prises. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire invitent les parents à plus de vigilance. Les populations en général sont appelées à s'approvisionner en médicaments uniquement dans les officines de pharmacie et à ne fréquenter que les établissements de santé légalement constitués. Ils n'ont aucune base légale. Des chiffres annoncés par certaines structures internationales concernant la migration irrégulière sont récusés par l'État ivoirien. Des responsables administratifs et politiques d'Europe annoncent la présence de près de 15 000 Ivoiriens dans les flux de clandestins ayant débarqué au cours du mois de septembre 2023 sur l'île italienne de Lampedusa. Voici des précisions du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Walter Amadou Ouattara. Face à la presse internationale et nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagono Diomandé, dénonce les récentes informations abondamment relayées en Europe, tout particulièrement en Italie. Informations faisant état de la présence de près de 15 000 Ivoiriens dans les flux de clandestins au mois de septembre 2023 sur l'île de Lampedusa. Selon l'Agence européenne des gardes frontières et des gardes côte Frontex et l'Organisation internationale pour les migrations, notre pays serait le deuxième pays de départ vers l'Europe de ces migrants irréguliers. Face à cette situation qui tend à ternir l'image de notre pays et les efforts qui ont été déployés et qui continuent de l'être par les plus hautes autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire récuse ces allégations fondées sur de simples présomptions et invite tous les responsables à la prudence que commande une telle situation. Aux côtés du ministre, les attachés de sécurité intérieure déployés en Europe au sein des ambassades, ils lui ont transmis des données officielles. De façon générale, de 2019 au 14 septembre 2023, sur 45 218 migrants présumés ivoiriens, les attachés de sécurité intérieure ont reçu et traité 2000 demandes d'identification qui ont abouti à la confirmation de la nationalité ivoirienne pour seulement 543 personnes. Dans les prochains jours, est prévue une mission spéciale de clarification en Italie. Un cadre de coopération et de partenariat entre équipementiers français et ivoiriens pour booster la production et la transformation locale des produits agricoles, notamment les vivriers. Nous sommes au SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Explication, Léon Brou. Équipementier français d'Auvergne en visite guidée des outils et machines de production et de transformation de vivriers du centre de démonstration et de promotion des technologies. Juste pour apprécier le savoir-faire du CDT et des équipementiers ivoiriens, puis place aux échanges. La partie française propose ses compétences face aux attentes des Ivoiriens. Il faut d'abord mécaniser nos cultures aujourd'hui, mais pour le faire, il faut avoir les matériels qui sont adaptés vraiment à ces besoins-là. En Côte d'Ivoire, l'un des freins à l'épanouissement de l'agrotransformation, c'est la question de l'emballage. La question du ramassage de la noix de cajou, qui est une question épineuse. C'est un travail vraiment pénible. On produit des machines pour la récolte et pour le traitement des noix et des pommes de cajou. Alors on veut amener des machines, mais surtout notre savoir-faire. Aussi aborder la question de la pénibilité des travaux, la performance des outils locaux de production ou de transformation et le financement agricole. Ici, l'offre française va de la mécanisation de la production à l'amélioration des capacités industrielles de la Côte d'Ivoire
en passant par la mécanisation de la récolte, la formation des équipementiers nationaux. De quoi susciter un tandem franco-ivoirien. Dans notre stratégie d'accompagnement, nous avons intégré la mise en relation qui permet à des corps qui ne se connaissent pas de se rapprocher et de mettre ensemble leurs compétences, leurs idées au bénéfice du développement. Les technologies des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, elles ont toute leur place dans le CDT pour accompagner la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire, la montée en compétences des producteurs et des transformateurs et atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de performance agroécologique sur le territoire. Ce partenariat impulsé par le CDT, une retombée du Sahara 2023 pour améliorer la souveraineté alimentaire, créer davantage d'emplois et de revenus dans l'agro-industrie alimentaire. L'emploi, justement, les jeunes en ont besoin. Au Sahara, il y a des opportunités de stage et d'emploi. Des jeunes l'ont bien compris et ne ratent pas les occasions. Khalid Diomandé a suivi certains. Regardons. Mohamed est au Sahara, le salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, ce matin, non pas pour visiter des stands agricoles ou animaliers, mais plutôt à la recherche d'un stage. Dans cet espace dédié au recrutement, il vient s'informer sur les opportunités existantes. C'est par le biais de mon papa que j'ai entendu parler des opportunités qu'il y a au Sahara. Raison pour laquelle je suis venu pour avoir des informations et avoir aussi plusieurs opportunités. Tout comme Mohamed, de nombreux jeunes sont à l'assaut des offres d'emploi et de stage que proposent les entreprises présentes au Sahara 2023. Fraîchement diplômé d'un master en marketing, Yann Cédric est lui aussi venu au contact des recruteurs dans l'espoir de capter une opportunité. Vu qu'au Sahara, il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes, je suis venu proposer mon CV dans l'objectif d'avoir une opportunité. Voilà. Dans ces stands consacrés au volet emploi, les jeunes étudiants et diplômés reçoivent également des conseils de la part des gestionnaires des ressources humaines sur l'élaboration d'un CV et d'une lettre de motivation. J'ai été vraiment reçue par une directrice RH qui m'a vraiment aidée, m'a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire sur les CV et tout. J'invite tout étudiant, tout travailleur à venir au Sahara. Ce n'est pas qu'une histoire alimentaire, agroalimentaire, mais il y a plusieurs opportunités pour vous à saisir. La mise en place de ces pôles ressources humaines au Sahara 2023 est pour les entreprises une aubaine pour renforcer leur capital humain. Vraiment, c'est une très belle opportunité. Ça nous permet de rentrer en contact avec les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont en quête d'opportunités. On a reçu plus de 500 profils. Et ces 500 profils, on les a enregistrés dans une base de données qui nous permet de les recontacter pour des opportunités à travers le groupe. Plus de 800 entreprises, organisations et coopératives sont mobilisées à ce Sahara 2023. Au-delà des expositions-ventes, elles proposent surtout des opportunités de financement de projets et d'employabilité à la jeunesse. Il ne reste plus que 5 jours aux jeunes pour saisir leur chance. C'est une chance également pour les producteurs de café cacao. Les prix d'achat pour cette campagne font sourire. 900 le kilogramme pour le café et 1000 francs CFA pour le cacao. À Miyagi, comment réagissent les producteurs? Didier Nguessan a la réponse. Ces fèves de cacao valent de l'or. Et comme la pierre précieuse, elles sont bichonnées par les coopératives en attendant de les vendre. Et justement, le prix d'achat est en hausse de 100 francs CFA par kilogramme pour la campagne 2023-2024, passant de 900 à 1000 francs le kilogramme. Dans la Nawa, grande région productrice de cacao, des revenus plus importants pour les producteurs qui leur permettront de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Je viens de payer mon cacao. Le prix est à 1000 francs. Vraiment, le prix est bienvenu pour nos planteurs, pour nous les planteurs, puisque c'est la rentrée. Avec le 100 francs de plus, ça nous permet de payer les papiers, payer beaucoup de choses, les kakis pour nos enfants. Même quand c'était à 900 francs, j'ai payé un terrain que j'ai commencé à construire. C'est vrai, je n'ai pas encore fini, mais avec les 1000 francs, je vais encore faire plus. 100 francs de plus, en tout cas, c'est déjà beaucoup. Donc, j'espère bien qu'au moins dans les années qui viennent après, peut-être on puisse quand même avoir aussi plus que ça. Donc, on remercie vraiment le gouvernement, tout ce qu'il fait pour nous. Le prix satisfait les sociétés coopératives. Le prix 1000 francs, là, ça serait respecté.
Bon, les planteurs ont commencé à apprécier, d'autres même ont commencé, ils avaient déposé le cacao, ils ont commencé à envoyer des pots-ventes. Les gestionnaires de sociétés coopératives espèrent pour les prochaines campagnes voir leur marge être améliorée. La marge des coopératives depuis la réforme est de 80 francs. Avec toutes les charges, le gouvernement doit penser à nous qui sommes acteurs de la chaîne de valeur du cacao. Les producteurs de Miyagi invitent toutefois le gouvernement à faire respecter le prix d'achat sur le terrain. On vient à cette note triste. L'Église catholique de Côte d'Ivoire est en deuil. Monseigneur Marie-Daniel Dadié, archevêque émérite de Korogo, dans le nord du pays, est décédé ce lundi 2 octobre à Paris. Un véritable coup dur pour les fidèles catholiques ivoiriens et en particulier ceux de Korogo. Grâce Kando. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une voix que le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire n'entendra plus. L'Église catholique pleure l'un de ses illustres serviteurs. Archevêque émérite de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadié s'est éteint à jamais. Hier à Paris, des suites d'une longue maladie. L'information a été donnée par le secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Monseigneur Marie-Daniel Dadié a été nommé archevêque métropolitain de Korogo le 12 mai 2004. Avant cette nomination, il fut évêque auxiliaire de Korogo de mai 1998 à octobre 2002, puis de 2002 à 2004, évêque de Katiola. En 2017, Monseigneur Marie-Daniel Dadié présente sa démission pour des raisons de santé au pape François. L'archevêque émérite de Korogo rejoint la maison du Père Céleste à 71 ans. Là où il n'y a ni pleurs ni douleur, mais le repos éternel. L'archevêque émérite de Korogo a marché dans les pas de Jésus, comme le font en ce moment des pèlerins ivoiriens qui ont rejoint ceux des autres pays en Israël. Ils sont allés voir les sites où le Messie a vécu jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection. Lassina Ouattara. C'est à Tel Aviv, en Israël, à l'aéroport Ben Gourion, que la délégation de pèlerins ivoiriens, composée de pasteurs et de fidèles, a atterri après avoir quitté Abidjan la veille. Ils ont été accueillis par l'ambassade de Côte d'Ivoire dans ce pays pour marquer encore une fois le soutien de l'État et des autorités. Des pèlerins visiblement heureux d'être en Terre Sainte pour toucher et sentir la réalité biblique, mais aussi découvrir et redécouvrir l'histoire durant près de 10 jours. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être là pour voir et puis toucher du doigt les réalités des Écritures saintes dont nous avons entendu parler. C'est une joie. Nous sommes émus, nous sommes heureux. Et nous prions le Seigneur, pendant que nous sommes ici, qu'il l'aperçoive dans notre nation. C'est un sentiment immense. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je serai dans les traces du Christ qui m'emmène à prier pour mon pays, pour ma famille. Sentiment de joie, sentiment de privilégié, sentiment vraiment d'être fière d'abord d'être ivoirienne. Et pour cela, on dit merci à nos autorités qui ont permis qu'on ait ce pèlerinage. Oh oui, bénis le Seigneur. C'est en prière et en cantique que ces chrétiens ivoiriens ont pris le chemin du mont Tabor, où le Christ a révélé sa nature divine à 3 de ses disciples selon des Écritures saintes. C'est vraiment un privilège que le Seigneur me fait avec mon épouse de venir en ce lieu. Et ce matin, c'est la première visite au mont Tabor où a eu lieu la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur a laissé toute son humanité pour entrer dans toute sa gloire, dans toute sa divinité. Après cette étape, direction Cana, autre lieu symbolique toujours en Galilée, où Jésus a accompli son premier miracle, celui d'avoir changé l'eau en vin aux noces de Cana. Autre halte marquée par la délégation ivoirienne, le mont Carmel, le lieu du sacrifice du prophète Élie, celui qui défia les dieux de Baal pour témoigner de la puissance du Seigneur. Je viens de visiter le site du mont Carmel, qui est plein de révélations. Et aujourd'hui, je comprends plus ou moins combien de fois Élie, un homme ordinaire comme nous, a défié
toute une génération de prophètes de Baal. Enfin, dernière halte de ce premier jour de pèlerinage, le mont du précipice ou du Sceau, situé au sud de Nazareth. L'endroit indiqué selon la Bible comme celui où les habitants, ne reconnaissant pas Jésus-Christ comme Messie, ont tenté de le jeter du haut de la montagne de 395 mètres d'altitude. Tout au long de ces visites du premier jour, la délégation a prié et demandé la paix pour la Côte d'Ivoire, les autorités et l'ensemble des Ivoiriens. Des visites des lieux saints comme le mont des Béatitudes, le Jourdain où le Christ reçut le baptême, le mur des Lamentations, mais aussi les villes de Jéricho, Jérusalem ou encore Bethléem sont prévues au cours de ce pèlerinage. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi que plus d'une centaine de terroristes avaient attaqué des forces de sécurité près de la frontière malienne, tuant 29 soldats. C'est le bilan le plus meurtrier depuis le coup d'État du 26 juillet. C'est tout pour ce 23h. Très belle nuit à vous tous, sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.